La nomination de ce directeur de cabinet, Emmanuel Macron, est quelque part derrière, ou c'est un choix complètement indépendant de Michel Barnier? Non, c'est un choix de ce que j'ai compris indépendant. En fait, il y a plusieurs personnes qui ont refusé au regard du fait qu'on ne sait pas si le gouvernement va durer ou pas dans le temps. Donc, il y a beaucoup de personnes en fait qui se sont dit si le gouvernement ne tient pas, ils perdent leur poste en question. Le choix du profil en question répond à deux critères. Le premier, c'est qu'il était sortant. Donc, en fait, il n'avait pas de poste si par cas il ne retournait pas dans un gouvernement. Et le deuxième, c'est qu'il a été directeur du budget ou directeur des finances publiques. Et on est dans un cadre où sa mission principale, c'est celle de s'occuper du budget et des négociations avec les autres partis politiques et avec Bercy pour s'occuper spécifiquement de celle-ci. Parce que Michel Barnier, lorsqu'il a été nommé, en fait, répondait à deux critères. Le premier, c'était la non-censurabilité directe et immédiate. Et le deuxième, surtout, c'est de répondre à un budget qui permettait notamment d'aller dans la continuité d'Emmanuel Macron, mais surtout de pouvoir répondre aux défis posés par Bruxelles, qui était celle de la procédure de déficit excessif. Or, actuellement, ce que les gens ne disent pas, c'est qu'il faut trouver entre 30 et 40 milliards d'euros. Pour donner une idée, la réforme des retraites rapporte à maximum régime, donc en applicabilité complète, 12 milliards d'euros. Donc il faut faire 4 réformes des retraites. Or, dans une situation où il y a très peu de partis qui veulent s'engager, notamment, est-ce qu'il arrivera à trouver des mesures d'économie qui sont toujours par nature impopulaires? C'est pas du côté du Front populaire qu'il va en trouver, et il faut qu'il arrive à convaincre le Rassemblement national d'au moins d'avoir une neutralité pour ça. Donc réduction des dépenses ou hausse des impôts. Le Rassemblement national a quand même fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat et notamment sur l'abrogation de la réforme des retraites. Donc c'est une procédure qui est très compliquée. Ensuite, après, est-ce que Michel Barnier a nommé quelqu'un pour faire plaisir à Emmanuel Macron? Je ne pense pas, parce que les premières indications donnent quand même une rupture dans la méthode de fonctionnement du gouvernement. C'est celle qu'il n'y a plus de conseillers qui font double. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des conseillers qui faisaient à la fois et Matignon et l'Élysée. Et le deuxième point, c'était que les conseillers de l'Élysée venaient à ce qu'on appelle des réunions interministérielles dans le cadre de la préparation du budget et des autres politiques publiques. Et maintenant, Michel Barnier leur a dit qu'ils n'étaient pas le bienvenu. Alors néanmoins, nommer quelqu'un comme Jérôme Fournel, c'est... En fait, la difficulté avec la gauche, c'est qu'à partir du moment où ils appliquent ce qu'on appelle la censurabilité automatique pour n'importe quel profil, en fait, ça n'encourage pas le Premier ministre ou un de ses successeurs éventuels à pouvoir négocier avec eux. Et donc, ça oblige n'importe quel Premier ministre à aller forcément regarder du côté du Rassemblement national. Parce qu'à minima, au moins, ils se disent que eux, peut-être ne vont pas censurer automatiquement. Donc je pense que ça, c'est leur premier point. Le deuxième point, c'est que sa mission essentielle, vraiment, une fois qu'il est nommé, et donc vraisemblablement, comme l'a dit les cadres du Rassemblement national, qui ne sera pas censuré immédiatement après son discours de politique générale, ça va être le budget. Or, pour faire adopter un budget, il a deux solutions. Soit il réunit un vote nécessaire. Donc, est-ce que le Rassemblement national vote neutre et qu'il vote avec une coalition Lyotte, les Républicains et Ensemble et ses alliés, donc ce qui répondra à 240 députés, donc supérieur au nouveau Front populaire, et là ça passe. Soit le Rassemblement national se dit qu'il votera contre, il est obligé de passer par 49.3 et donc éventuellement motion de censure. Mais à 49.3, il n'aura pas le choix, il devra donner des signaux au Rassemblement national plutôt qu'à la gauche, parce que de toute façon la gauche votera automatiquement contre, de ce qu'on comprend, et surtout sur un budget dit de rigueur avec 30 à 40 milliards d'économies, des économies sur les collectivités territoriales. En plus, on sait que les socialistes en tiennent une partie à l'aube des élections municipales, ça paraît compliqué. Il faut rajouter que la plupart des mesures, je pense, au vu de la thématique donnée par Emmanuel Macron, qui est de ne pas toucher à la politique fiscale, ça va être une réduction des dépenses. Donc réduction des dépenses dans certains ministères, réduction de dépenses dans les collectivités territoriales. Ça paraît un budget assez compliqué. Je pense que trouver 40 milliards, je crois que la dernière fois qu'on a fait un tel budget, ça devait être soit sous Hollande en 2012, soit Valérie Pécresse en 2011, lors de la crise économique. Donc ça va être très très compliqué. Je pense, et c'est pour ça qu'il veut montrer la tonalité. Le deuxième point, moi, que je vois en termes de stratégie de communication, c'est que s'il l'a annoncé aux 20h, c'est qu'il montre que ça va être une priorité. Il faut pas écarter le fait qu'on dise, notamment comme ce qui se passe aux États-Unis, même si ce n'est pas vrai dans les faits, qu'on fasse monter la pression, qu'on dramatise l'enjeu en disant si par cas les partis d'opposition ne votent pas pour la réforme des retraites, les fonctionnaires seront pas payés, les retraites seront pas payées, histoire de faire porter le blocage et le refus du budget sur le RN et sur le Front populaire. Sur la forme, Émilie, vous qui êtes y aller, sachant que Olivier Faure a déjà opposé un nom. Alors, quasiment certain, dans un premier temps, il y a quasiment aucun parlementaire du NFP qui ira, je pense, dans la mesure où ils vont se dire que le gouvernement ne tiendra pas qu'on part sur une élection législative anticipée. Que c'est un siège éjectable et que c'est pas la peine. En fait, tous ceux qui rentreront au gouvernement perdront leur siège de député lors de la prochaine élection. Moi, je miserais plutôt soit sur des profils dits de société civile, donc éventuellement des Didier Migaud, des Pierre Moscovici, enfin des gens qui sont plus en politique, soit des anciens en fait, Ségolène Royal, Manuel Valls, c'est peut-être Arnaud Montebourg, qui sont éventuellement compatibles à pouvoir travailler avec des gens de droite, comme ils l'ont rappelé régulièrement lors de leur parcours politique, ou surtout en fin de leur parcours politique. Ça, c'est la première possibilité. Ensuite, après, il ne faut pas exclure que des jeunes qui sont plutôt société civile ou impliqués davantage sur le côté des idées,
donnent éventuellement de leur temps parce que la gauche maintenant, et en tout cas les formes d'engagement sont plus maintenant uniquement partisanes. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'engagent d'autres manières, par le militantisme, par les idées, par les think tanks, etc. Donc je pense qu'il pourrait trouver là-dedans. C'est là peut-être qu'il aura son réservoir, notamment. Moi j'y crois pas du tout. Enfin je pense que vous dites les NFP n'ont pas envie de venir, pas parce que le gouvernement risque de tomber. Deux choix. Soit il fait un gouvernement plutôt offensif en parlant à droite, voire très très à droite, pour obliger Marine Le Pen et Laurent Wauquiez à soutenir sa politique. En fait, il prend à témoin leurs électeurs contre les dirigeants. Ce serait ce qu'on appelle en termes de rhétorique plutôt populiste, où vous jouez le peuple contre les élites. Soit, la deuxième possibilité, il fait ce qu'a fait Mario Draghi en Italie, donc il fait un gouvernement plutôt de milieu national. Donc ce qu'il fait actuellement, il consulte tout le monde et il reprend un petit peu de chacun. Il a donné un signal à Attal en disant l'éducation reste importante. Il donne un signal à Wauquiez en disant le travail, plutôt que l'assistanat, il donne un signal à Marine Le Pen en disant on va aménager la réforme des retraites plus la proportionnelle. Et je pense que c'est plutôt la tonalité qu'il donne en disant voilà, on va faire un peu ce qu'a fait Mario Draghi en Italie. On unit tout le monde et on les prend à témoin en disant que si par cas quelqu'un fait blocage, eh ben il se porte à la responsabilité face à ses électeurs. Enfin, c'est une union nationale toujours à droite et avec cette droite dure qui récompense. C'est le NFP qui a refusé. Quand on entend le Rassemblement national et quand on réécoute ce que disait Michel Barnier en 2021 à la primaire des LR, ils n'étaient pas si éloignés que ça sur l'immigration. Il y avait la suppression de l'aide médicale d'État, il y avait les quotas migratoires, il y avait un moratoire migratoire. On est quand même sur un discours qui explique sans doute et que des Marine mesures. Le Pen ait dit à Emmanuel Macron qu'elle ne le... Oui, enfin, qu'elle mais tout à fait. Qu'elle laissait sa chance au produit, en tout cas. Comme Libé l'a titré, un espèce de tampon acceptable, RN compatible, en tout cas pour ne pas avoir une censure. Donc voilà, on a clairement un gouvernement qui, malgré tous les artifices, va être connoté encore plus à droite que ce que faisait Emmanuel Macron auparavant. Voilà, il faut l'accepter. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'Emmanuel Macron... Mais est-ce que vous pensez, par exemple... Il joue la vraie fausse opposition en disant c'est une coexistence exigeante. Enfin, c'est pas une cohabitation. Non, mais on va poser la question comme ça à Michel Barnier. Admettons qu'il reprenne la moitié du programme du NFP. Est-ce que le NFP le soutiendrait ou pas? Même la moitié. Non, mais de toute façon, c'est pas de toute façon, il ne le soutiendra pas. Non, mais de toute façon, c'est pas les signaux. Et il faut, enfin, ne serait-ce que d'avoir choisi Michel Barnier, ça donne une connotation à droite. C'est, populisme, comme il avait dit. Oui, ça, on voit bien que par contre, son mandat, il avait promis lors de sa première élection, lors de son discours d'investiture, enfin de son discours de victoire, qu'il allait faire baisser le Rassemblement national en raison de meilleurs résultats économiques et de combattre l'impuissance publique. Et il finit par nommer un Premier ministre qui est compatible avec Marine Le Pen, en tout cas qui a la non-censurabilité de Marine Le Pen. Je pense que le sujet d'Emmanuel Macron, pour reprendre l'ensemble des points, c'est que il a fait un pari le 9 juin. Il s'est dit que le nouveau Front populaire allait partir divisé et qu'on allait avoir des fronts républicains partout dans l'ensemble des circonscriptions, avec soit lui en premier, soit lui en deuxième, ce qui allait obliger les gens de gauche à voter pour lui au deuxième tour et donc lui donner une majorité absolue. Donc c'est un coup de poker qu'il a mis en place et maintenant on subit le coup de poker mis en place par Emmanuel Macron parce que de ce qu'on comprend de la discussion qu'il avait avec Gérald Darmanin avant de dissoudre, c'est qu'il pensait que le NFP allait pas faire une alliance. Maintenant on est dans une situation la même que celle de François Mitterrand et de Jacques Chirac en 1986. La constitution de la 5e n'était pas bâtie à l'époque pour ce qu'on appelle une cohabitation. Aujourd'hui, nous sommes dans un scénario similaire où nous entrons dans un nouveau régime. C'est-à-dire que la 5e République n'est pas bâtie pour... normalement, le régime électoral est fait pour dégager ce qu'on appelle un fait majoritaire. Donc dégager une majorité et une opposition. Aujourd'hui, vous avez toujours une majorité et deux oppositions. Si par cas, admettons que ce soit le Rassemblement national qui gagne, il sera opposé au bloc central et à la gauche. Si c'est la gauche qui gagne, il sera opposé au bloc central et à l'extrême droite. Si c'est le bloc central qui gagne, il sera opposé à l'extrême gauche, enfin à la gauche et à l'extrême droite. C'est un peu ça la donne. Et cette donne-là n'est pas bâtie pour la 5e République, parce que la 5e République est faite pour dégager des majorités et pour permettre au gouvernement de pouvoir gouverner. Or, là maintenant, on est passé du parlementarisme rationalisé à l'hyper-parlement, et c'est l'hyper-parlement qui va décider de faire tomber telle ou telle politique. C'est pour ça qu'à la rigueur, quand vous posez des questions comme qu'est-ce que pense Michel Barnier sur telle ou telle politique ou qu'est-ce que pense Emmanuel Macron sur telle ou telle politique, j'ai pas envie de dire qu'en fait on s'en fout, mais pas loin, parce qu'en fait ce qui compte, c'est qu'est-ce que pense Attal, qu'est-ce que pense Wauquiez, qu'est-ce que pense Le Pen et qu'est-ce que pense Mathilde Panot, Tondelier et Olivier Faure. Soit on prend des choses des gens pour incarner le changement, et dans ces cas-là, ça casse. C'est pour ça qu'en fait, on est passé dans un nouveau régime. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de dégager une majorité ou même de gouverner, c'est uniquement de survivre. C'est de survivre. Vous êtes sur un objectif de survie. Voilà, c'est exactement ça. Donc votre objectif, c'est pas d'avoir 280 députés avec vous, c'est de pas avoir 280 députés contre vous. Donc c'est uniquement ça le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire passer le budget. Et si Michel Barnier arrive à survivre et faire passer un budget, je pense qu'il pourra considérer sa mission comme réussie. Elisabeth Borne fait petite joueuse. Voilà, exactement.
Exactement. Là, c'est comme si c'était un scénario compliqué. Juste après, sur le scénario qui est donné sur le nouveau Front populaire. Effectivement, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, mais on a déjà un exemple sur un pays européen, c'est l'Espagne. La droite espagnole était arrivée en tête, mais dans l'incapacité de pouvoir trouver une majorité absolue, c'est finalement la gauche qui a été appelée au gouvernement. Et là, de la même manière, effectivement, la gauche est arrivée en tête avec 193 députés, mais si vous accumulez le nombre de députés d'ensemble des Républicains et de l'UE, vous arrivez à 240. Et 240 est supérieur à 193. À ceci près que vous ajoutez un autre point, c'était que Lucie Castet était automatiquement censurée et Michel Barnier ne l'est pas. Donc, en termes de légitimité, même si ça ne correspond pas directement aux urnes, et ben Michel Barnier apparaît avec une coalition parlementaire plus importante. Et je rajouterai quand même un troisième point quand même dessus, c'est que effectivement le Nouveau Front populaire est arrivé en tête, mais je pense qu'au second tour, beaucoup de gens ont voté non pas pour les candidats de La République En Marche ou Ensemble ou le Nouveau Front populaire, ils ont surtout voté pour empêcher Jordan Bardella d'arriver au pouvoir, ce qui donne pas forcément une traduction politique claire pour l'ensemble des gouvernants sur est-ce qu'on est plus à gauche, est-ce qu'on est plus au centre ou est-ce qu'on est plus à droite. On a mis ça la forme. Alors sur la forme, j'ai trouvé que vraiment qu'il s'était beaucoup inspiré de son ancien collègue Mario Draghi, avec la situation qu'il a connue en Italie, c'est-à-dire qu'il y avait la volonté de vouloir travailler avec tout le monde et de mettre tout le monde autour de la table et donc de donner des signaux à l'ensemble des camps politiques, à la gauche, au centre, à la droite et même donner des petits clins d'œil au Rassemblement national. Le deuxième point aussi, c'était de montrer également qu'il était en capacité de rassembler, notamment sur une rupture en termes de méthode, c'est-à-dire que venant d'un contexte européen, il a montré en fait que comme élu local et comme fonctionnaire européen, il travaillait dans le compromis avec les autres et non pas de manière verticale, comme ce qu'a pu faire Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il essaie d'accomplir deux objectifs, durer et faire voter un budget.